Amorcé en mars avec la restitution de 2 sites plus petits. En novembre, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait en effet demandé la fermeture de toutes les bases étrangères dans le pays. Un départ qui, selon une source militaire française, avait été discuté de longue date entre Paris et Dakar. Il s'inscrit en tout cas dans un cadre plus large, celui d'une reconfiguration stratégique. Expulsée du Sahel et face aux demandes de ses partenaires, la France renonce à une présence permanente en Afrique, à l'exception de Djibouti, et dit privilégier une coopération équilibrée basée sur le respect mutuel et centré sur la formation, les entraînements conjoints et des missions ponctuelles. Dans l'est de la RDC, plusieurs attaques ont eu lieu ces derniers jours, au nord Kivu et au sud Kivu. Des tensions armées alors que le gouvernement congolais, responsable de l'AFC M23 et le gouvernement rwandais sont en pleine discussion à Doha, au Qatar, après la signature de l'accord de paix signé à Washington le 27 juin dernier. Combien de familles déplacées à Bukavu? Des centaines peut-être, qui ont trouvé refuge dans les quartiers périphériques, comme Ushindi Mbu Ndwa et son bébé de 2 mois. Ils ont fui les affrontements violents la semaine dernière entre le M23 et les Wazalendo à Nyangezi, à seulement 30 km de là. Ce sont les témoins de la poursuite des affrontements au sud Kivu. Les Wazalendo et le M23 se sont affrontés. Nous avons entendu les balles siffler et donc on a été obligés de partir et venir ici à Bukavu. On est accueillis, mais aujourd'hui nous ne vivons pas bien. Les enfants sont souffrants et nous manquons de tout. Il faudrait que des personnes de bonne volonté nous viennent en aide avec du savon, de la farine. Les Wazalendo sont des groupes de civils armés qui agissent comme supplétifs de l'armée congolaise. Si les rebelles du M23 contrôlent le chef-lieu du Sud Kivu, les Wazalendo ne sont pas loin. Jusqu'à ce mercredi, des affrontements ont eu lieu dans plusieurs villages du territoire de Kabaré autour de Bukavu. Ces violences interviennent au moment où le gouvernement congolais et des responsables de l'AFC M23 discutent à Doha, au Qatar, dans le prolongement de l'accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC à Washington fin juin. Mais depuis Uvira, en zone contrôlée par le gouvernement, un porte-parole de la coordination des Wazalendo affirme qu'ils ne font que répondre à des attaques. L'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais ne concerne pas les volontaires Wazalendo que nous sommes. Ça ne nous concerne pas. Les M23 BAR et AFC ont essayé d'attaquer nos positions. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Quand il y a une action, il faut qu'il y ait une réaction. Nous avons réagi à ce qu'ils ont fait. Donc, nous sommes prêts et nous sommes derrière le chef de l'État. L'armée congolaise, elle aussi, dans un communiqué, affirme avoir été victime d'une série d'attaques menées par les rebelles et les forces rwandaises. De son côté, l'AFC M23 dénonce aussi des violences. Laurence Kanyuka, leur porte-parole, alerte la communauté nationale et internationale sur, je cite, les massacres persistants perpétrés par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Jour de vote au Togo, les élections municipales se sont déroulées dans le calme, malgré les tensions et un nouvel appel à manifester lancé par le mouvement du 6 juin, scrutin qui a enregistré une faible affluence. Depuis Lomé, les détails avec notre correspondante sur place, Flore Monteau. C'est le premier scrutin depuis le passage à un régime parlementaire et l'entrée du Togo dans la Ve République, donc un test pour le pouvoir. Ce sont aussi les dernières élections avant 2030. Pourtant, peu de Togolais se sont déplacés pour voter à ces municipales ce jeudi. Plusieurs raisons sont évoquées, comme une désillusion pour certains après la domination du parti au pouvoir aux dernières élections. Cela peut aussi s'expliquer par l'appel à manifester du mouvement du 6 juin. Certaines personnes à Lomé ont pu avoir peur de sortir ou décider de boycotter le scrutin. La ville est restée calme, quadrillée par les forces de sécurité qui ont été déployées en nombre au cas où de nouvelles manifestations éclateraient. Les partis d'opposition comme l'ANC avaient appelé au report de ces élections en raison des tensions. Ils affirment que la commission électorale est illégitime et que des traitements de faveur ont été accordés aux listes du parti présidentiel, le parti UNIR. Le président du Conseil, Fornia Simbe, a lui voté à Pia ce matin en évoquant, je cite, un moment démocratique essentiel.
5 immigrés en situation irrégulière aux États-Unis et originaires de pays d'Asie ou des Caraïbes ont été expulsés vers l'Eswatini, petit pays d'Afrique australe, l'administration Trump ayant expliqué que leur propre pays refuse d'accueillir ces criminels. Je cite, je rappelle que le 4 juillet dernier, Washington avait déjà acheminé au Soudan du Sud, pays en proie à un conflit, 8 immigrés en situation irrégulière après y avoir été autorisés par la Cour suprême au terme d'une longue bataille judiciaire. Au Nigeria, face aux djihadistes qui mènent une guerre meurtrière depuis 16 ans, telle une forteresse, les barricades de Mongounou permettent à cette ville de l'État de Borno de rester en sécurité, même si la région a connu une récente recrudescence des attaques contre les bases militaires. Jean-Luc Égosier, Emmanuel Marty. Tous les matins, les démineurs vérifient la route qui mène de Mongounou à Baga vers le nord. Ils sont à la recherche de mines posées peut-être pendant la nuit. Une nécessité pour assurer un minimum de circulation. Dans l'extrême nord-est du Nigeria, pas très loin de la frontière avec le Cameroun, Mongounou est une citadelle assiégée. La région est le domaine des milices islamistes, ISWAP ou Boko Haram. Depuis le début de l'année, une douzaine de bases militaires ont été attaquées, parfois même envahies. Il y a 3 mois, cet endroit a été attaqué 2 fois en l'espace d'1 mois. Et les vaillantes troupes stationnées ici ont tenu bon, ont combattu et ont repoussé l'attaque. C'est ce qui a motivé l'amélioration de la construction du poste d'observation. Des kilomètres de tranchées ont aussi été creusés. 12 postes de contrôle tenus par l'armée filtrent les entrées et sorties de la ville. Mongounou, une ville de plus de 100 000 habitants, est devenue un refuge pour les populations de tout l'état de Borno et parfois de plus loin. Ici, les paysans se contentent de cultiver les terres les plus proches. J'avais des terres à plus de 5 km d'ici que j'ai dû abandonner car Boko Haram avait pillé mes récoltes et mes engrais. Si l'armée arrive à protéger les grandes villes, elle n'a pas les moyens de poursuivre les groupes armés sur leur territoire, dans les zones les plus reculées. Et depuis le début de l'année, l'augmentation des attaques est inquiétante, d'autant que ces formations djihadistes disposent de nouvelles armes, comme des drones, utilisés pour la première fois le 24 décembre contre une base militaire. Sortie de terre pour devenir la capitale politique du Nigeria en 1991, Abuja, en plein centre du pays, le plus peuplé d'Afrique, connaît une croissance démographique rapide, plus de 4 millions d'habitants, soit 1 million de plus qu'il y a 5 ans. Une poussée urbaine convoitée par des promoteurs immobiliers et qui menace la survie de dizaines de fermes urbaines. Golnouch Barzegar et Stéphane Dar. Une végétation touffue dans un ravin le long d'un ruisseau. Voilà le domaine de Bala Haruna et de son frère. Les 2 hommes viennent travailler ici tous les jours sur leurs plants de maïs, de gombo ou de poivrons. Cette terre, Bala la connaît bien. Avant lui, elle était déjà à sa famille, cultivée par ses parents. Mais depuis quelque temps, il a peur de la perdre. Si cette terre nous est retirée, bien sûr que je me sentirai mal. Je ne serai pas heureux. Personne ne sera heureux car ce travail nous permet de manger et de boire, de prendre soin de notre famille et de nos enfants. S'il craint pour sa ferme et ses terres, c'est qu'une parcelle lui a déjà été retirée. C'est le terrain qu'on cultivait et qu'ils nous ont pris. On était 8 à cultiver cette terre. Ils nous ont donné 300 000 naïras à se partager. Il n'y a aucun document pour vérifier l'identité de ces gens et d'où ils viennent. 300 000 naïras pour 8 fermiers, soit moins de 100 $ à l'époque pour chacun, pour un immense terrain à quelques pas du siège de la compagnie pétrolière nigériane. Car la ferme familiale de Bala a beau être là depuis longtemps, depuis bien avant les immeubles et les axes routiers, elle se retrouve aujourd'hui en plein centre d'Abuja, dans le quartier d'affaires de la capitale. Un emplacement premium pour les promoteurs immobiliers dont elle suscite la convoitise. D'autant plus que la capitale nigériane est en pleine expansion. Sortie de terre il y a 35 ans, elle étend chaque jour un peu plus son emprise. Et le béton avale ce qui reste de la nature. Les dizaines de fermiers de la ville sont régulièrement harcelés par les promoteurs qui vont jusqu'à détruire leurs plantations. Une évolution inacceptable pour Malik Gouni. Faute d'une pension de retraite suffisante, cet ancien fonctionnaire cultive aussi une parcelle de terre pour nourrir sa famille.
C'est important d'avoir un espace vert. Il ne devrait pas être détruit du tout. Il devrait être préservé encore et encore. Il y a d'autres espaces. Vous ne pouvez pas utiliser tout l'espace pour des bâtiments résidentiels, des entreprises et des grands gratte-ciel. Non. Mais au-delà des bretelles d'autoroute, l'avenir est déjà là. La végétation s'arrête et la température grimpe. À Abuja, elle avoisine les 30 degrés en moyenne à l'année. Le Sahel n'est pas loin, 400 km à peine au nord. Pour les défenseurs de l'environnement, cette urbanisation accélérée d'Abuja va à l'encontre des besoins de la ville en matière d'espace vert. Je supplie la ville de prêter attention aux espaces verts et de s'assurer, voire d'encourager les personnes de ce quartier à utiliser les espaces verts pour cultiver des aliments comme des légumes. Les voitures dans lesquelles on se déplace, tous les moteurs automobiles, mais aussi les générateurs ici et là, ils produisent tous du carbone. Donc on a besoin de plantes et d'espaces verts pour pouvoir absorber ces dioxydes de carbone. En théorie, les fermes urbaines, considérées comme des espaces verts municipaux, sont protégées par des régulations. En réalité, le plan d'urbanisme de la ville, vieux de plusieurs décennies, n'est guère respecté, ni par les promoteurs, ni par les hommes politiques. Il était une figure du football marocain et africain, Ahmed Farras, ex-capitaine des Lions de l'Atlas, ayant mené l'équipe marocaine à son unique sacre en Coupe d'Afrique des Nations en 1976, est décédé ce mercredi des suites d'une longue maladie. Il avait 78 ans. Au Kenya, où être queer reste criminalisé, où un nouveau projet de loi anti-LGBT menace la communauté, à Nairobi, une célébration LGBTQ+, se déroule à huis clos, dans un espace privé et clandestin où les membres peuvent se sentir en sécurité. Laure de Matos, Florian Gauthier. L'effervescence des coulisses. On se fait beau ou belle, on se pare de tenues exubérantes, de bijoux, de maquillage sur le visage et sur le corps, comme si le monde extérieur n'existait pas. Ce lieu discret de Nairobi abrite des soirées dites queer, du mot étrange en anglais, qui désigne tous ceux et celles qui ne s'identifient à aucune orientation sexuelle ou identité de genre socialement admise. L'ambiance qui règne ici est envoûtante. C'est tellement agréable d'être entouré de personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous vous sentez vraiment à l'aise.